Monsieur le Président, par rapport à cette question de CEDEAO, on a vu quelques tentatives de certains pays pour amener les États de l'AES au sein de la CEDEAO. On peut dire aujourd'hui que ce départ de la CEDEAO des 3 États de l'AES est irréversible et définitif. Que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale ou bien de la situation internationale, nous sommes totalement donc en phase. Je pense que nous sommes à un tournant où nous devons mesurer la gravité des menaces réelles et sur la déliquescence des États, de même que les risques de désintégration de notre Union. Je sais pouvoir compter sur votre sagesse pour, à vos côtés, continuer d'agir en renforçant surtout les actions préventives. Nous devons tout faire pour éviter le retrait des 3 pays fers de la CEDEAO. Ce serait le pire des scénarios et une grande blessure au panafricanisme. Alors que nous sommes à la croisée des chemins, le legs précieux des pionniers nous impose l'obligation de retrouver l'unité de la CEDEAO des peuples et son lustre d'antan. Je rectifierai toujours pour dire que je ne suis pas médiateur de la CEDEAO, pas du tout. Je ne suis mandaté par aucune instance de la CEDEAO. Je n'ai jamais siégé à aucune réunion de la CEDEAO. J'ai été récemment élu. L'envoi de M. Sonko me paraît très utile parce qu'à ce moment-là, quand Diomaye pourra entrer dans le jeu, il pourra jouer un rôle. Parce que s'il va et qu'il échoue, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité pour le Sénégal de jouer un rôle. Je pense que c'est quand même intelligent. Ça n'a rien à voir avec les relations avec les putschistes. Je pense que dans la tête des dirigeants sénégalais, le putsch, et ils l'ont dit quand Macky Sall avait agité l'idée que l'armée pourrait jouer un rôle, ils ne veulent en aucun cas que les militaires dirigent les États africains. À Abidjan, le président Diomaye Faye a donc dit tout le bien qu'il pensait de la CEDEAO. Un outil formidable d'intégration, a-t-il dit, que nous gagnerons à préserver, a-t-il même ajouté. Alors avec quels arguments Diomaye Faye et Ousmane Sonko vont-ils pouvoir convaincre le Mali, le Burkina, le Niger de ne pas quitter l'organisation ouest-africaine? Ce que la CEDEAO a réussi, c'est que c'est la première et la plus importante communauté économique régionale africaine qui a réussi la libre circulation des personnes et des biens. Certes, la CEDEAO a beaucoup de problèmes institutionnels. Par exemple, la question des sanctions est une question fondamentale dans la recherche de solutions à ces problèmes. Le régime de sanctions que la CEDEAO a n'est pas un régime de sanctions qu'on peut appliquer comme ça à la va-vite, à la tête du client. Il faut que l'on révise le système dans le sens que les sanctions puissent servir à quelque chose de tangible, mais pas pour sanctionner des individus et autres. Donc tout cela me fait penser que aujourd'hui il y a d'énormes possibilités de faire en sorte que ces dirigeants-là reviennent à la maison du père. D'autant que, personnellement, je pense qu'ils ont pris cette décision simplement pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas des bénis et qu'ils sont dans une posture de bargaining, comme disent les anglophones, pour pouvoir revenir, mais dans d'autres conditions, continuer à travailler pour l'intégration régionale africaine. Nous sommes très heureux d'avoir un nouveau leader au Sénégal, parce qu'il va nous aider à essayer de résoudre le problème majeur auquel nous sommes confrontés actuellement dans la communauté de la CEDEAO, à savoir la menace de 3 nations phares, que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la communauté. La CEDEAO a encore beaucoup de défis à relever. Et elle ne relèvera ces défis que lorsqu'elle sera renforcée, lorsqu'elle sera unie, lorsqu'elle sera mieux intégrée. Je sais que vous en êtes conscient. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le Président de la République, compter sur votre sagesse et sur votre engagement panafricain pour qu'on essaie ensemble de mettre nos forces, nos idées, nos réflexions avec nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter. Je veux nommer le Mali, je veux nommer le Burkina, je veux nommer le Niger, pour qu'on trouve au moins les moyens de leur parler. Je sais que si nous discutons, nous trouverons des solutions pour les ramener à la maison, au moins pour éviter qu'ils ne partent. Est-ce que c'est possible de voir le Sénégal dans l'OUS dans les jours à venir? Cela n'est pas à l'ordre du jour. Comme je vous ai dit, je ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur des bases nouvelles.
Monsieur le Président, le 6 juillet 2024, le monde entier a été témoin du sommet populaire, si je puis m'exprimer ainsi, et historique de l'AES à Niamey. Tout était historique, à la fois la mobilisation populaire, la rencontre des 3 chefs d'État, la réussite du sommet et les décisions fortes qui en ont découlé. Monsieur le Président, quel sentiment vous anime à ce propos? Le sommet du 6 juillet a été un sommet à tout point de vue exceptionnel. D'abord, à commencer par la mobilisation pour l'accueil. Déjà, le 5 juillet, dans l'après-midi, lorsque le président Ibrahim Traoré avait atterri sur l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. D'accord. Compte tenu de la mobilisation de ce jour, nous avons pensé que pour rendre la courtoisie à cette mobilisation, il fallait marcher. Et c'est ce que nous avons fait de l'aéroport jusqu'aux encablures du palais présidentiel. Ouais. Avec le président Ibrahim Traoré, parce que nous ne pouvons pas concevoir d'être assis dans les véhicules et passer sans dire merci à ceux-là même qui ont pris d'assaut la voie express depuis 14h30 jusqu'à 18h et pour certains même jusqu'à 21h. Ils étaient restés sur l'itinéraire. Le trajet. Donc, déjà, en termes d'exception, c'était exceptionnel. Mieux, le 6, avec l'accueil de mon frère également, Assimi Goïta, où la population était sortie également en nombre pour l'accueillir. Mais compte tenu des délais, pour cette fois-ci, nous n'avons pas pu marcher. C'est ça. Certainement, nous avons déçu beaucoup qui étaient venus voir ce qui s'est passé le 5, réédité le 6. Malheureusement, nous nous en excusons. D'accord. C'était le délai qui ne nous permettait pas. Parce que s'il fallait marcher, ce n'est pas moins de 2 heures, 3 heures, et c'est une rencontre prévue pour durer une journée. Donc, compte tenu des délais, nous n'avons pas pu marcher et rendre la courtoisie à ceux qui étaient sortis. N'empêche, ils ont fait le déplacement pour être aux alentours du centre de conférence Mahatma Gandhi, où la rencontre dans une salle archi-comble avait eu lieu. Les images ont passé, des décisions ont été prises, que vous retrouvez certainement à travers les documents de la Confédération, puisque à compter du 6, les conclusions, pour synthétiser, sont essentiellement le passage de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération Alliance des États du Sahel, étape intermédiaire vers une fédération, Inch'Allah. D'accord. De grandes décisions ont été prises, décisions qui ont su faire la différence avec les textes de la CEDEAO qui nous ont poussés, contraints, déjà le 16 septembre, à nous retrouver au sein de l'Alliance des États du Sahel et le 28 sortir carrément de cette CEDEAO qui voulait par tous les moyens nous ramener dans les rangs de la vassalisation, dans les rangs de la colonisation. Nous nous sommes inspirés de ce qui s'est passé avec la CEDEAO pour prendre des mesures fortes avec des garde-fous qui ne permettront à personne, à aucun État, aucun individu ou groupe d'individus d'être une menace à un État souverain. Ce sont ces grandes mesures qui ont été prises
où tout est basé sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Ce sont des principes fondamentaux. La non-agression. Aucune mesure de coercition ne peut être prise contre un État. Aucune agression entre les États membres de la Confédération. Et en 4e ou 5e principe, la défense des intérêts du peuple. La défense des intérêts du peuple. C'est très important. Si la CEDEAO avait ce principe, elle n'allait pas priver d'électricité 27 millions de Nigériens, tout simplement parce qu'il fallait mettre le Niger sous cap ou sous coupe réglée. Le Niger est debout. Inch'Allah, le Niger restera debout face à toute adversité. D'accord. Monsieur le Président, par rapport à cette question de CEDEAO, on a vu quelques tentatives de certains pays pour amener les États de l'AES au sein de la CEDEAO. On peut dire aujourd'hui que ce départ de la CEDEAO des 3 États de l'AES est irréversible et définitif. Mais ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas besoin de répondre. D'accord. On ne peut pas être à la Confédération et nous parler de la CEDEAO. Je vous ai dit, la Confédération est une étape intermédiaire. D'accord. Nous allons, Inch'Allah, vers la fédération. La CEDEAO est derrière nous. Et pour ceux qui disent que les peuples de l'AES ou de la Confédération de l'AES ne pourront plus circuler dans les États de la CEDEAO, ils sont d'abord combien? Ces États de la CEDEAO? Il y avait 16. Un est parti, voilà. La Mauritanie. 3 autres sont partis. Il n'y en a que 12. Burkina, le Mali et le Niger. Il y a 12. Nous sommes à 194 États reconnus aux Nations Unies. À travers le monde, oui. Comment les Nigériens se débrouillent dans le reste de ces États-là? Dans ces 182 États, est-ce que c'est la CEDEAO? C'est les règles de la CEDEAO qui s'appliquent dans les 182 États? De la même façon que nous avons des ressortissants au sein de la CEDEAO, ces pays de la CEDEAO ont des ressortissants au Niger. D'accord. Que personne ne se laisse divertir. Toute mesure contre la Confédération se verra immédiatement appliquer la réciprocité. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette question. Je crois que je n'ai pas besoin de répondre. Les faits doivent répondre à ma place. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le samedi 13 juillet dernier, le Premier ministre a rendu public le document qui inscrit dans le marbre votre vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère, ce qu'on dit habituellement l'Aboussani Zanciankassa. Cette vision articulée autour de 4 grands axes résume votre ambition pour un Niger nouveau, souverain, prospère et en sécurité. Par ailleurs, nos générations actuelles ont été les témoins privilégiés de vos décisions courageuses et historiques de réintégrer dans le domaine public de l'État nigérien les permis pétroliers et miniers de Bilma, R5, R6 et R7, ainsi que Imoram, entre autres. Ce qui confirme votre volonté, Monsieur le Président, celle du CNSP et de son gouvernement d'affirmer la souveraineté du peuple nigérien sur ses ressources naturelles. Question, Monsieur le Président, dans votre politique de refondation de l'État nigérien et de reconquête de notre souveraineté, quelles seront les prochaines étapes et les derniers chantiers à venir? Merci. Vous avez dit la Boussanino Zanciankassa. Je commenterai encore. Hala Lady non. Hala Lady non. Ah, ok. Lady Amen. Et Niger. Lady Amen Niger. D'accord. Hana Hala Lady France. Na France. C'est ce que je vais ajouter. C'est un peu, Monsieur le Président? C'est un peu, et que ceux qui comprennent, et que ceux qui ont des difficultés à comprendre, comprendront un jour. D'accord. La Boussanino,
Zancen Kassani, ce n'est pas seulement un groupe de mots, c'est un état d'esprit. Quand vous dites Labou Sannino, vous devez avoir conscience qu'il n'y a rien en dehors de votre foi qui elle-même recommande loyauté envers sa patrie. Aucun acte, aucun sacrifice, quand vous dites Zancen Kassani, n'est hors portée du Nigérien qui dit Zancen Kassani. De la même façon dont les forces de défense et de sécurité sont en train de consentir les sacrifices ultimes de leur vie, tout celui qui dit Labou Sannino, Zancen Kassani, Halale di non, doit se dire qu'il doit se sacrifier s'il le faut, mais pour le lait du Niger, pour la terre de nos ancêtres, pour le Niger. Labou Sannino, ce n'est pas un slogan pour demander des postes. Zancen Kassani, ce n'est pas un slogan pour demander des privilèges. Halale di non, c'est un slogan pour être disponible 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, sur le faux, pour défendre la patrie. C'est ça que les Nigériens doivent comprendre. Pour revenir au document auquel vous avez fait allusion, oui, sur votre vision. Cette vision ne date pas de juillet. C'est un document, le directeur de cabinet ici présent peut le confirmer, qui date de octobre 2023. D'accord. Mais chaque chose, deux facteurs essentiels doivent être pris en compte, qui sont le contexte et l'opportunité. Labou Sannino, qui se retrouve à travers ce document, répond à un contexte. L'opportunité de le porter à la connaissance des Nigériens ne s'était pas présentée en octobre. Pour des raisons évidentes et connues des Nigériens. Nous avons attendu. Et nous avons entendu des Nigériens qui disaient que nous naviguons à vue. À vue, tout à fait. Mais nous savons ce que nous faisons. Cette vision, vous l'avez rappelé, était portée sur 4 axes. Défense, sécurité, la gouvernance, qui rend sacré la bonne gouvernance, le bien de l'État. Ensuite, la diplomatie, qui est un chapitre important. Également, nous avons la justice sociale dont vous avez parlé tout à l'heure, la justice sociale, et le développement de la productivité. Donc ce sont ces 4 axes qui sont compilés dans cette vision que nous avons voulu offrir aux Nigériens pour qu'ils comprennent où nous voulons aller et comment il faut aller. D'accord. C'est des babas tactiques, comme on dit, où aller, comment aller. D'accord. Effectivement, c'est ça que le Premier ministre avait présenté le 13 du mois de juillet, puisque l'opportunité de le présenter était enfin arrivée. Tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est juste. Et le juste moment était arrivé le 13 juillet pour présenter ce document aux Nigériens qu'ils peuvent consulter et voir que, avec leur aide, le Niger restera debout, Inch'Allah. D'accord.